C'est parti alors. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle conférence. Je suis super contente aujourd'hui d'accueillir Pauline qui est avec moi aujourd'hui. Pauline qui est une ancienne infirmière et qui va nous parler un peu de sa reconversion et surtout de sa nouvelle mission qui va vraiment beaucoup vous parler. J'espère que ça va vous toucher autant que moi. Je pense que vous connaissez sûrement l'association, peut-être que vous avez entendu de nom ou voilà, ce qui se passe, ce qu'ils font actuellement et ce qu'ils font depuis quelques années. Pauline, est-ce que tu veux déjà te présenter d'abord toi, ton parcours, et après on parlera peut-être dans un second temps de l'association et comment en fait, comment l'association que tu as rejoint, dans laquelle tu travailles, peut aider justement les soignants, les infirmiers, les infirmières, les étudiants également, où qu'ils en soient. Donc est-ce que d'abord, Pauline, tu veux te présenter? Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Comme tu l'as dit, je suis Pauline Dubar. Je suis actuellement responsable de projet pour l'association SPS, j'en parlerai juste après, et porte-parole également de l'association. Effectivement, j'ai été infirmière pendant 12 ans en réanimation, un métier que je chéris particulièrement. Je ne l'ai pas choisi par hasard. C'était une évidence pour moi de m'occuper des autres. J'ai vraiment pris plaisir à occuper ma fonction d'infirmière. Comme je suis restée 12 ans dans le même service, j'ai pu observer des choses et voir en fait l'évolution de certains de mes collègues et pas toujours dans la bonne direction. Donc, j'ai vu des personnes addictes à certaines substances, j'ai vu des personnes qui commençaient à maltraiter des patients, j'ai vu des tentatives de suicide ou des suicides. Enfin voilà, j'ai malheureusement été le témoin de choses assez dramatiques. Et à un moment donné, je me suis posé la question, est-ce que les gens deviennent fous ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? En commençant à creuser un peu la question, je me suis intéressée aux risques psychosociaux. J'ai lu beaucoup d'ouvrages et j'ai eu la chance en fait d'aller dans un congrès sur la qualité de vie au travail, parce que c'est quelque chose qui me bottait particulièrement parce que j'avais bien conscience qu'un soignant qui commençait à être maltraitant ou malveillant avec ses malades ou avec ses collègues aussi ou avec sa hiérarchie, c'est qu'il se passait quelque chose pour lui-même et qu'il fallait prendre soin de soi aussi pour pouvoir prendre soin des autres. C'est une phrase qu'on entend beaucoup en ce moment, mais je crois que c'est une vérité. Et dans ce congrès où je suis allée, j'ai rencontré Catherine Cornibert, qui dirige et coordonne les actions de l'association SPS. Et en fait, à ce moment-là, ça a été une évidence de m'engager à leur côté. Et très rapidement, je suis devenue déléguée des Hauts-de-France, puisque je suis issue des Hauts-de-France. Et de fil en aiguille, en fait, comme l'association est régionalisée, mais aussi nationale, on travaille également avec l'outre-mer, on est amené à lever des fonds, parce que voilà, j'expliquerai un peu le fonctionnement après, mais de fait, j'étais amenée à rencontrer des institutionnels, des politiques, et en fait, je me suis aperçue que pour mener nos actions, mener notre voix et notre parole, on dépendait toujours un petit peu de ces institutionnels et de ces politiques. Alors, ils trouvaient toujours que c'était génial, mais des fois, pour actionner des choses, c'est pas toujours simple. Alors, je me suis dit, si tu veux vraiment changer les choses, parce que globalement, je voyais au fur et à mesure de ma pratique que déjà la pratique en elle-même changeait, qu'on passe du soin à l'administratif énormément. On avait une charge administrative plus lourde, la dégradation des conditions de travail globales, manque de personnel, etc. Et je me suis dit, tu vois ce qui est en train de se passer. Et j'avais pas envie de me lever dans 10 ans et me dire, tiens, tu fais de l'associatif, mais tu dépends des autres. Et finalement, voilà, est-ce que tu vas pas te lever dans 10 ans en te disant, t'as vu, mais t'as rien fait pour. En tout cas, pas assez, peut-être pas assez. Et du coup, je me suis dit, si je dépends des institutionnels, si je dépends des politiques, je vais devenir eux. Et du coup, voilà, je suis en reconversion professionnelle depuis septembre 2020. Moi, j'ai fait la première vague Covid. On est revenu normalement et je suis partie. Ma reconversion était en cours. Je passe un concours dans une école, un institut politique. Et j'ai été reçue, à ma grande surprise, parce que c'était un peu rapide. Et du coup, j'ai quitté l'hôpital très vite. Et je suis en master, actuellement en master 2, je suis en train de terminer, ce qui s'appelle Management des institutions et des affaires publiques, qui permet justement d'aller vers des postes pour faire évoluer les choses de manière très concrète et de fait développer un réseau aussi politique pour pouvoir aller disséminer des idées. Et c'est ce que je fais voilà, en ce moment. Je travaille sur plein d'autres sujets, mais le monde de la santé en particulier. C'est super, c'est Voilà. super inspirant, Pauline. En fait, déjà, juste ton parcours est super inspirant. Je pense que ça parle à beaucoup, beaucoup là qui nous écoutent, se sentent en fait, enfin, j'ai l'impression qu'on est tous et toutes au moins passés par là
à un moment de se dire, mais en fait, je vois le problème arriver, je sais qu'il y a un problème, mais je me sens impuissant par rapport à ça. Et c'est super beau parce qu'en fait, tu expliques vraiment que toi, tu étais passé à l'action et qu'en fait, ça y est, tu peux vraiment concrètement maintenant euh, ne pas être juste, voilà, ne pas juste être observer ce qui se passe et impuissante, mais vraiment pouvoir faire quelque chose. Souvent, on me dit, j'ai envie de passer à l'action, j'ai envie de faire quelque chose, mais j'ai l'impression que si je rejoins, alors souvent on parle de politique ou Ouais. de direction, si je rejoins en fait cette petite team, la management politique, etc., j'ai l'impression qu'en fait je vais me perdre en fait. Est-ce que tu y as pensé avant et qu'est-ce que tu répondrais à ces personnes qui ont peur justement de passer à l'action? Alors, je comprends tout à fait. Et en plus, il y a une espèce de stigmatisation lorsqu'on prend des fonctions de dirigeant, de politique. Et quand je suis partie, il y avait des personnes qui m'ont dit, mais de toute façon, aujourd'hui, tu as le cœur de travailler pour tes pairs et de faire des choses pour la société, mais tu verras, quand tu seras plongé dans ce monde de paillettes et tu vas changer, c'est obligé, et tu auras plus le même engagement. Bon, pour l'instant, pourtant, je suis engagée en politique, hein, j'étais sur les listes pour les régionales. Enfin voilà, je suis vraiment engagée en politique. Mais pour l'instant, j'ai pas l'impression de changer. En tout cas, les gens qui me connaissent ne m'ont rien dit et je les avertis parce que parfois on s'en aperçoit pas aussi qu'on change. Et du coup, j'ai dit aux gens que j'aime et les gens qui m'entourent que s'ils voyaient le moindre changement d'ego, de quoi que ce soit, qu'il fallait me le dire et me mettre une petite claque pour me réveiller, pour revenir à mes valeurs et à ce pourquoi je me suis engagée. Pour l'instant, j'ai pas encore ce sentiment-là. Je croise des gens qui sont là-dedans. Mais franchement, à ma grande surprise, j'ai croisé des personnes qui ont des postes à responsabilité. Notamment, bah là, j'ai beaucoup de mes enseignants qui sont des énarques et j'avais une vision très péjorative des énarques, un peu comme tout le monde, parce que c'est ce qui est véhiculé au niveau médiatique. Et honnêtement, je suis tombée sur des personnes, enfin, notamment un de mes enseignants qui travaille à la PHP, directeur des finances à la PHP. Donc, c'est assez sérieux quand même comme job. Il s'appelle Pierre Mourleva, c'est un homme extraordinaire, d'une bienveillance, enfin vraiment, j'ai rarement rencontré ce genre de personne, qui a un œil très réaliste sur le mode de fonctionnement de l'hôpital, malgré ses fonctions et son droit de réserve, et avec qui je travaille aujourd'hui pour justement essayer de faire évoluer aussi les modèles, le modèle de l'hôpital notamment. On a écrit un papier qui va bientôt sortir dans la revue parlementaire et politique. Et voilà, donc en fait, je pense qu'il faut qu'on arrête aussi avec nos prérequis, nos a priori sur les gens. Il y a des gens, mais comme partout, même chez les soignants, hein, il y a des gens très bien, il y en a des moins bien, et c'est comme ça, et c'est pas grave. Et je pense que si on a envie de s'engager, si on a envie de prendre des fonctions de dirigeant, il faut juste avoir des gens qui peuvent nous dire si on change. Ça, c'est une première chose et c'est indispensable. Et se lever le matin en se disant pourquoi je me bats. C'est quoi le sens de ma journée? Et même quand on est soignant, parfois on oublie le sens de ce qu'on fait. Et je veux dire, on peut balayer dans un bureau quand on sait, enfin, c'est Kennedy qui avait demandé à un ASH à la NASA pourquoi il travaillait. Il a dit, je participe à envoyer des gens sur la Lune. Il passait juste le balai. Mais pour autant, il avait compris que sa mission était indispensable pour que le travail se fasse de manière sereine, dans une ambiance propre, etc. Et je crois vraiment qu'on doit être là-dedans, peu importe le poste qu'on occupe, c'est le sens qu'on y met. Voilà. C'est Je ne sais super. pas si je réponds. Si, si, complètement, mais en fait, c'est super inspirant. Je ne sais pas si tu te rends compte, peut-être que tu te rends compte, mais c'est super inspirant de se dire qu'il y a des personnes, en fait, qui viennent du terrain, tu vois, qui sont comme nous, comme ceux qui nous écoutent, là, et qui Ouais. peuvent, en fait, justement, vraiment changer les choses concrètement. Et c'est aussi inspirant que tu dises que, bah, par exemple, pour ta rencontre, qu'il y a des personnes qui sont aussi bienveillants, en fait, même dans ces postes-là. Donc, c'est vraiment un beau message d'espoir. Ça, franchement, ça, ça fait chaud au cœur, en tout cas. Donc c'est super. Est-ce que tu pourrais je sais pas, nous parler, on va dire, d'un projet, d'une idée que tu avais et que tu as pu concrètement mettre en place, encore une fois, dans le but de dire c'est possible que les choses changent, en fait, on ne va pas rester figé comme ça. Est-ce que tu as un exemple en tête? Euh, alors, des projets, j'en fais vraiment, vraiment beaucoup. Après, il faut se dire quand même que quand on fait des choses, ça prend beaucoup de temps. Et qu'il n'y a pas de petits ou de gros projets, que tout est important et que parfois, c'est les petits projets qui font émerger les belles choses et les gros projets et que je crois vraiment que ça ne va pas forcément venir d'au-dessus. C'est pas forcément je commence à me rendre compte de certaines choses et que ce n'est pas forcément que les politiques qui font changer les choses, mais que aussi le terrain peut faire émerger des choses. Alors, un petit truc que j'avais fait quand j'étais infirmière, c'était, donc je suis sophrologue également, j'avais organisé en fait des séances
de sophrologie pour des chirurgiens, une équipe de chirurgiens. J'ai trouvé que c'était, alors c'est un petit projet, c'est pas grand-chose, mais c'est un truc sur le long terme. Et franchement, encore aujourd'hui, ils me contactent et ils me disent, mais ça nous a vraiment changé, ça nous a fait du bien. Et ça, voilà. Maintenant, j'arrive à me dire, quand je suis dans mon bloc, que je suis debout et à me dire, bah, je ressens mon dos, alors qu'avant, je ressentais pas mon corps et du coup, je me blessais facilement. Et aujourd'hui, bah, je me corrige parce que je ressens mon corps, parce que tu nous as apporté cet apprentissage de ressentir ce qu'on a à l'intérieur de nous, nos sensations corporelles, nos émotions, etc. Alors, c'est rien, c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais n'empêche que ça montre aussi l'intérêt et qu'après, une fois qu'on commence à enclencher des petites graines un peu partout, et ben finalement, c'est au-dessus qu'ils se disent, tiens, qu'est-ce qu'ils font là-bas, c'est intéressant, je vais aller jeter un œil. Et voilà, donc c'est un petit projet. Après, en termes de politique, là, le papier qu'on a écrit et qui va être publié, donc déjà publié dans la revue parlementaire et politique, c'est quelque chose de assez important parce que c'est lu par des gens voilà, qui gouvernent et qui dirigent. Mais en fait, ce qui permet mon plus gros projet, finalement, c'est mon engagement. Alors, c'est peut-être bête de dire ça, mais mon engagement au sein de l'association m'a ouvert énormément de portes avec des gens très différents, sur des sujets très différents. Et aujourd'hui, je suis en train de travailler même au niveau international, et notamment avec les pays arabes. Je suis bientôt censée aller rencontrer des gouvernants marocains pour actionner des choses aussi à l'étranger, donc travailler sur les parcours de soins. Et puis après, y inclure également cette dimension de prendre soin des soignants pour que les soins soient de qualité, parce qu'à la fin, c'est bien ça aussi l'enjeu, c'est l'amélioration de la qualité des soins, et tout est corrélé. Voilà. Et voilà, donc je ne sais pas si je réponds exactement, parce que c'est assez abstrait finalement, mais pour moi, ça a beaucoup de sens. Et en fait, là, pour l'instant, tout est en train de se structurer. Après, au sein de l'association, on monte énormément de projets. On a ouvert, j'ai participé à l'ouverture. Donc, les projets, il faut être aussi réaliste, c'est qu'on ne les fait jamais seuls. C'est une équipe qui les fait. Si vous vous dites demain, je vais faire un truc tout seul, ça ne marchera pas. Parce qu'on a besoin d'intelligence collective, on a besoin d'avoir des regards différents. Et ce qui marche bien, et ce qui a bien marché avec le papier qu'on a écrit sur le monde hospitalier, c'est qu'en fait, j'étais entourée que dirigeants, que des narcs, etc. Et ils sont venus me chercher, ils m'ont dit, Pauline, tu fais partie du groupe, on a besoin de quelqu'un de terrain. Et j'ai trouvé ça très chic et très classe de leur part parce que ce n'est pas toujours le cas. Et en fait, effectivement, quand je les ai entendus parler, c'était hyper pertinent sur l'organisation, etc. En revanche, ils n'avaient aucune visibilité sur le terrain. Et du coup, ça a vraiment complété le papier. Et moi, j'avais aucune idée non plus de ce que vivaient, pour le coup, puisque j'ai jamais été à leur place. Et du coup, je trouve ça vraiment passionnant de travailler avec des gens différents. Donc, le projet, c'est faire tous ensemble quelque chose, un but commun, un objectif final qu'on découpe en petits morceaux et qu'on dit, bah voilà, pour que ce soit réalisable et que ce soit pas décourageant. C'est la méthode pour aller à un objectif. Donc, moi, mon objectif global, c'est de changer le monde de la santé, mais pas que, de changer le monde de manière un peu globale et à essayer d'apporter cette bienveillance qui manque cruellement dans nos sociétés et qui engendre aujourd'hui la montée du populisme. Si on fait un peu de politique, je suis désolée, mais n'empêche que c'est une réalité. Et plus on sera dans l'ostracisation des gens, le rejet, etc., plus on aura de terrorisme, plus on aura de violence, etc., etc. Donc, je crois qu'on a cruellement besoin de se réapproprier aussi nos communautés et ne pas faire de communautarisme pour autant. Ouais, comme tu dis, tout est lié en fait, c'est ça en fait. Tout à l'heure tu parlais du chirurgien, tu dis j'ai juste fait ça, mais en fait, moi j'ai l'impression que c'est un domino en fait que tu entames parce que forcément si le chir il se sent mieux, il va être plus serein et du coup dans le bloc ça va se ressentir. Les soignantes iront mieux, quand elles iront au réveil, elles vont transmettre cette énergie-là. Le réveil, si elles montent dans les étages, pareil. Et en fait, c'est un effet domino. Et dans les deux sens, ça marche. Dans le sens négatif, ça marche malheureusement. Et dans le sens positif aussi, il suffit une petite impulsion pour qu'en fait, alors il suffit, c'est un peu, ça fait un peu bisounours, mais c'est vrai en fait, si on donne l'impulsion, en fait, c'est là où on va commencer à aller vers du mieux. Donc en effet, c'est super de pouvoir mener à bien un projet et de voir après le résultat concret. Donc mais en effet, comme tu dis, j'imagine que ça prend du temps et que il faut pas se dire là demain je vais voir l'impact de mon projet d'aujourd'hui. En fait, finalement, c'est sur le long terme. C'est, je pense, comme tu parles de graines. Je pense que c'est ça. C'est je plante et en fait j'arrose et puis j'attends. Je suis patiente et je fais pas de l'agriculture intensive, un peu du forcing, etc. Mais
voilà, je laisse vraiment les choses se développer et je laisse le timing, en fait, je pense C'est ça, c'est le travail d'une vie, de plusieurs générations, de plusieurs personnes. Et tu vois, sur l'exemple des chirurgiens avec qui on a fait la sophro, il y avait des chirurgiens, mais en fait, j'avais demandé est-ce qu'il y avait. Ils travaillaient beaucoup avec des diététiciennes parce qu'ils faisaient de la chirurgie de l'obésité. Ils travaillaient avec des psychologues. Et du coup, j'avais demandé à ces personnes de venir aussi si elles le souhaitaient. Et en fait, ça avait amélioré aussi leur cohésion d'équipe. Parce que du coup, à ce moment-là, ils n'étaient plus dans leur fonction, mais ils étaient un groupe. Et voilà, ils étaient dans leur ressenti et ils partageaient aussi ce qu'ils ressentaient. Et ça changeait tout. Et après, moi, ils m'ont dit, ça améliorait nos relations. Voilà. Et en termes de communication aussi, ça avait vraiment amélioré les choses. Donc, c'est pareil, c'est des petits trucs. En politique, c'est pareil. Quand je vois qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes, qui vont critiquer des adversaires, mais pas sur les idées, mais plutôt sur les personnes, je dis, on n'est pas dans les bonnes valeurs. Parce que celui qui critique, à mon sens, la personne, c'est celui qui n'a pas d'idée à défendre. Voilà. C'est tout. Et après, on ne peut pas critiquer l'engagement de quelqu'un, même si il mise pas sur le bon cheval, c'est pas grave, mais en tout cas, il a le courage de s'engager. Et ça, c'est pas critiquable, à mon sens. Voilà. Tout à fait, ouais. C'est super. Est-ce que, alors j'aimerais parler de l'assaut un peu plus. Est-ce que juste avant, j'ai une question en fait que j'aimerais te poser et qui est très souvent posée, mais en fait un peu dans le vide, j'ai envie de dire, parce qu'on ne sait pas à qui la poser. Quand tu parlais d'aller faire des séances de sophro comme ça à l'hôpital, moi j'ai plein d'infirmières qui se forment dans des médecines alternatives. Alors, excuse-moi, je te coupe juste. Je n'aime pas ce terme alternatif parce que ça vient remplacer. Je parle de complémentarité. Je dis ça juste parce que je travaille sur une société, enfin, dans une société savante qui s'appelle NPIS. C'est pareil, je te donnerai le lien si tu veux, mais qui travaille justement sur ces médecines complémentaires. Et voilà, alternative pour moi, c'est assez négatif parce que ça voudrait remplacer l'allopathie. C'est juste une excuse-moi. Oui, tu as raison, donc on va redire médecine alternative. C'est vrai que c'est. Bah non, finalement, tu vois, j'ai recommencé. C'est pas grave. Il reste que vous. Non, des médecines complémentaires, en effet, qui veulent. Bah, en effet, c'est ça, enfin, c'est pas à la place d'eux, c'est en plus d'eux, tout à fait. Et en fait, qui se forment, donc parfois même financés par l'hôpital, Oui. dans le but d'améliorer. Et très souvent, ils me disent, bah, en fait, finalement, quand je suis revenue de formation, on m'a dit, en fait, il n'y a plus les budgets, il n'y a plus personnel, donc en fait, oublie. Est-ce que pour toi, qu'est-ce qui fait qu'en fait l'hôpital ne débloque pas ces fonds? Parce que nous, avec notre regard justement de terrain, on se dit, en fait, ça leur coûte pas grand-chose pour après un résultat qui va être immense finalement. Qu'est-ce qui fait Oui. qu'il n'y a pas plus de budget? Il y a plusieurs facteurs. Alors déjà, on vit aujourd'hui une crise des ressources humaines qui est assez impressionnante. Depuis plusieurs années, mais la Covid a accéléré le mouvement et vraiment aujourd'hui, on a de plus en plus de démissions, de prises de disponibilité et qui ne sont pas toujours en plus honorées parce que justement, il manque de personnel. Donc les gens restent en plus contraints et forcés dans un poste qui ne leur convient plus. Donc ça, c'est une première chose et qui n'est pas des moindres. Parce que quand on n'a pas de personnel, on ne peut pas dédier quelqu'un à faire de la sophro ou autre chose. Deuxième chose, et ça, c'est pas des moindres non plus, c'est notre culture française, notre culture de santé qui n'est vraiment pas axée sur la prévention. Donner un exemple très concret, Roselyne Bachelot qui nous fait un plan de prévention et la mesure phare de son plan de prévention, c'était interdire les cigarettes en chocolat. Voilà, alors bon, la messe est dite. Quand ça, c'est une réforme. Je me dis, il y avait peut-être des priorités différentes. Alors, je dis pas que c'est inutile. Je dis juste que c'est quand même un peu se fiche de la tête du monde, sachant que dans la prévention, il y a énormément de choses à faire. Mais en fait, c'est difficile de mesurer quantitativement les résultats de la prévention, puisque on vient prévenir un risque. Et c'est là toute la difficulté. Et du coup, par souci de facilité, je pense qu'on est dans le curatif tout le temps. Et on me soigne comme ça. Et c'est pour ça que moi, je travaille aussi sur cette société savante des médecines complémentaires, parce qu'en fait, on est en train d'élaborer des programmes de soins et on va travailler sur la prévention. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est indispensable et qu'en plus, à la fin, on va réduire les hospitalisations, etc. Donc, en fait, il y aura peut-être moins de personnel, mais il y aura du personnel formé qui pourra s'occuper des gens malades et il y aura du personnel qui s'occupera de la prévention, mais de manière efficace. Voilà. Mais encore une fois, pour parler de prévention, je vais donner un exemple très concret sur l'alimentation. Si tu dis on va faire de la prévention sur l'alimentation, je ne parle même pas de santé mentale en l'occurrence, mais pour bien s'alimenter, il faut avoir des revenus corrects. Donc il y a la précarité qu'il faut prendre en compte. Donc en fait, il faut qu'on
on gère les problèmes de manière systémique, par système, comme on fait à l'hôpital. De toute façon, on est tous un peu dans notre case. Moi, je faisais de l'AREA, c'était l'AREA. Et je me souviens que j'avais des patients qui étaient psychiatriques et je disais, mais là, il faut reprendre ses traitements parce qu'il est en train de décompenser. On me disait, non, ici, on traite que l'AREA. Voilà. Donc, c'est des systèmes. Mais n'empêche qu'à un moment donné, il faut voir aussi l'holistique et le global et qu'il faut traiter les choses ensemble. Le système et le global et ensemble pour qu'on ait une vision vraiment générale. Et sur ces questions de médecine complémentaire à l'hôpital, que ce soit pour les soignants ou pour les malades, parce que moi, j'utilisais la sophro sur mes patients. Par exemple, sur la ventilation avec les masques, où c'est quand même assez inconfortable, il y a des patients qui ne le supportaient pas, qui refusaient, qui finissaient intubés à cause de ça. Et ben avec la sophro, j'arrivais à leur laisser leur masque et on passait à côté de l'intubation et je trouvais que ça avait un impact. Après, moi, ça prenait du temps sur mon organisation parce que la sophro, il faut quand même se poser, il faut mettre la personne dans un état particulier, ça prend du temps. Mais bon, quand je voyais le résultat, personnellement, moi, à la fin de ma journée, que je voyais que le patient avait été passé à côté du tube, je me disais, ouais, j'ai peut-être pas tout fait ce que je voulais en termes techniques, mais n'empêche que le patient, il n'a pas été intubé. Et ça, c'était une belle victoire. Et voilà, alors c'était sur mon temps perso, et ça peut user à la fin parce que on se bat contre des moulins à vent. Mais à force de prôner, de faire chacun des petites choses comme ça à notre niveau, et de montrer que ça fonctionne, et de demander aux patients de faire des retours là-dessus, dans leurs enquêtes de satisfaction. C'est important, les patients remplissent toujours des enquêtes quand ils sortent. Et leur dire, voilà, notez-le dans votre questionnaire. J'avais eu une patiente qui venait de Nice quand il y a eu les attentats, qui était passée sous le camion. Heureusement pour elle, elle a été sauvée. Elle était dans un état psychologique, elle était vraiment en choc, mais dans un syndrome post-traumatique vraiment, vraiment violent et puissant. Et en fait, la seule chose que j'ai trouvée, c'est que je lui ai ramené des coloriages et des crayons de couleur pour qu'elle fasse de l'art-thérapie, pour essayer qu'elle focus son truc. Et elle est revenue 1 an plus tard pour me remercier, parce qu'en fait, c'était la seule chose qui lui faisait oublier cette journée-là. Et ça, c'est pareil, c'est des interventions non médicamenteuses. Et c'est pareil, je crois qu'il faut qu'on arrive à insuffler des petites graines un peu partout pour montrer que ça sert, que les soignants fassent remonter à leur cadre. On a une collègue qui est sophrologue, elle nous a fait des séances, franchement, ça nous fait du bien. Je me sens mieux vis-à-vis de mes patients. Moi, je le faisais, j'étais en réa en 12 heures. Après manger, je partais, je disais à tout le monde, vous surveillez mes malades, je pars 10 minutes, je vais méditer, je reviens. Je partais 10 minutes, pas plus. Lorsque je ne le faisais pas, je voyais clairement la différence sur mon après-midi. J'étais moins efficace, j'étais moins patiente, je m'énervais facilement. Alors, je ne le faisais pas, mais intérieurement, je sentais que mon corps bouillonnait plus parce que juste, je n'avais pas pris le temps pour moi, juste 10 minutes. Et 10 minutes, ça change tout. Et 10 minutes sur 12 heures, c'est rien. Voilà. Et je pense que pour le travail de nuit, pour tout ça, on en oublie des rapports. Je me suis pris des rapports la nuit parce j'étais à côté d'un scope en regardant un film pour ne pas m'endormir. Et je me prenais un blâme parce que je regardais un film. On me disait, il faut ranger les réserves. Mais je dis, je vais réveiller les patients. C'est pas logique ce que vous me demandez. Eh ben non, il y a une espèce de mentalité et il faut sortir de tout ça. Voilà, il faut se rebeller et il faut pas dire oui à tout. C'est super ce que tu dis de faire remonter. Et d'ailleurs, tous ceux et celles qui nous écoutent, faites-le vraiment. Oui. Je rappelle qu'on le disait à nos patients aussi. On leur disait, mais notez-le, notez-le. Et en fait, je crois qu'au bout de quelques années, on le faisait. Enfin, moi personnellement, on le faisait moins parce qu'on était un peu en effet, dans le côté, en fait, en même temps, on a beau dire, ça ne change rien. Mais c'est vrai qu'en fait, si tout le monde le fait, là, si toutes celles qui nous écoutent le font, à un petit niveau, comme tu dis, c'est juste, voilà, j'ai fait de la méditation avec mon patient, ça a duré 10 minutes. Ça paraît beaucoup quand on est dans le rush, mais en fait, c'est rien pour ce que ça va apporter derrière. Et en fait, c'est vrai que si tout le monde le fait, si tous ceux qui nous écoutent là, le font, pas à pas, en fait, c'est vrai que ça peut, ça finit par remonter. Je pense que le problème avec la prévention, et tu vas dire ce que tu en penses, c'est qu'en fait, il y a un décalage entre les actions qu'on met et les résultats qu'on va obtenir. Et ce qui fait qu'en fait, les personnes en fait, qui s'investissent pour 3 ans, 5 ans, ils ne voient pas l'intérêt, ce qu'ils disent autant faire du curatif, parce qu'au moins, là, on a le résultat. Alors que le préventif, tu as un tel décalage que j'ai envie de dire que les politiques ils sont déjà partis ailleurs, tu vois, le temps des résultats. Donc, est-ce que ce n'est pas le décalage aussi qui fait que les gens ils s'intéressent de ça? Oui, il y a le décalage et aussi il faut savoir qui on a en face de soi. Pourquoi la personne elle est là et pourquoi elle œuvre? Est-ce que c'est pour briller sur un autre mandat ou c'est pour vraiment changer les choses? Encore une fois, c'est une question de valeur et de positionnement. Voilà, moi, j'ai jamais visé un poste en particulier parce que je me dis juste,
C'est pas mon objectif, le poste. L'objectif, c'est de changer les choses. Après, s'il faut aller sur un poste pour aller faire ça, ok, j'irai, mais c'est pas la fin en soi. Comme l'argent n'est pas une fin en soi. On travaille pas que pour de l'argent, on travaille aussi pour donner du sens à sa vie. Enfin, en tout cas, c'est ma vision des choses. Et je peux entendre s'il y a des gens qui la partagent pas, et c'est OK, il n'y a pas de souci. Chacun voit la vie comme il l'entend, et c'est pas un problème. Mais oui, tu as raison sur le volet de la prévention. Mais il y a une chose à l'hôpital qui se fait beaucoup, alors il y a peut-être des libéraux, je ne sais pas si ça existe sur le milieu libéral, mais c'est les déclarations de feuilles d'événements indésirables. Et ça, on en remplit beaucoup maintenant. Ça, c'est très régulier. Et pourquoi on ne ferait pas des feuilles d'événements positifs? Je sais pas, c'est juste une idée. Et peut-être qu'à force de remplir ces feuilles, se dire, bah voilà, dans ce service-là, on a fait ça, ça a eu un impact, parce qu'on en reçoit plein des remerciements des patients. Oui. Et par contre, c'est jamais consigné nulle part. Mm. Voilà. Et ça peut-être, ça redonnerait aussi un peu de motivation, un peu de sens aux soignants. Et une fois, c'est ce que j'ai dit à la direction de mon hôpital. J'étais convoquée pour une raison qui m'est propre, mais à la fin, je leur ai dit, vous savez, on vous voit toujours quand ça ne va pas. En revanche, quand ça va bien, personne ne vient nous le dire. Et je trouve que c'est aussi votre rôle de faire ça. Bon, ils n'étaient pas trop contents. Mais il y en a une quand même qui m'a dit, c'était une directrice qui m'a dit, mais vous avez raison. Et c'est vrai qu'on devrait faire l'effort de temps en temps d'aller voir nos équipes et de leur dire, bravo pour ce que vous faites pour les malades, bravo pour ce que vous faites pour l'institution. Tout simplement. Voilà. Ça prend, je pense, 3 à 5 minutes dans leur journée. Et en fait, encore une fois, je pense que derrière le retour sur investissement, s'ils veulent parler comme ça, je pense qu'il est juste énorme. Bien sûr. Puis ça change aussi la vision de la direction. Ouais. Parce que quand on voit que la direction, que quand ça va pas, on se dit, de toute façon, ils sont toujours là pour critiquer, c'est les directeurs des travaux finis et c'est tout, quoi. Mais ils voient pas tout ce qui a été fait avant. Ouais, c'est ça. C'est super inspirant. C'est hyper inspirant, Pauline. Je pense que tu en inspires plus d'un et plus d'une là, qui nous écoutent. Est-ce que du coup, donc là, en fait, je pense que ton parcours est super inspirant. Enfin, je suis sûre qu'il est très inspirant, ton parcours, et que ça donne vraiment des pistes de ouais, c'est possible, c'est vraiment possible. Est-ce que du coup, maintenant, tu pourrais nous parler un petit peu de l'asso, pour celles et ceux qui nous écoutent, qui sont pas bien en ce moment, qui se posent plein de questions, qui étaient comme toi il y a quelques années, j'ai envie de dire, et qui se disent, mais ok, et en fait, qui peut m'accompagner, qui peut m'aider en fait, et à quel degré de mal-être il faut que je sois pour qu'on puisse enfin m'aider? Parce que c'est souvent la question que j'ai. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'association et les actions? D'accord. Alors, donc l'association, c'est SPS, c'est l'acronyme qui veut dire Soins professionnels de la santé. Donc, c'est une asso qui existe depuis 2015 et elle a été créée par 2 médecins qui, en fait, ont croisé la souffrance. Un peu comme moi, j'ai fait le constat quand j'étais infirmière, qui m'a amené du coup, à m'intéresser à ces questions. Eux l'ont vécu parce qu'ils ont eu des soignants comme patients. Et un des deux, notamment en gastro-entérologie, où il a soigné des infirmiers. C'est les infirmiers qui l'ont le plus traumatisé, qui étaient alcooliques et qui ont clairement dit « je bois pour oublier ce que je vis dans mon service ». Et du coup, lui, ça l'a vraiment touché. Il s'est dit « mais voilà ». Et après, il a croisé des médecins. Après, forcément, quand on s'intéresse à un sujet, on commence à voir. C'est un peu comme quand on achète une voiture, on ne la voyait jamais et après, on la voit partout. C'est un peu la même chose. Et il s'est dit, faut que je fasse quelque chose. Donc, il s'est dit, je vais faire avec l'ordre des médecins. Et puis, en fait, il s'est dit, c'est compliqué parce qu'être jugé parti. L'ordre des médecins, il peut sanctionner s'il y a un dysfonctionnement et en même temps, être dans l'aide, c'est quand même un peu bizarre. Donc, il s'est dit, non, il faut faire une asso. Et voilà, SPS est né comme ça. Et la première chose qui a été faite, c'était une enquête pour voir un petit peu ce que les soignants avaient besoin. Et en fait, ce qui a été demandé en priorité, c'était un numéro sur lequel ils pouvaient appeler, que quelqu'un les écoute. Et du coup, voilà, en 2016, la plateforme SPS naît. Donc là, depuis, on a pas loin de 16 000 appels quand même depuis la naissance, donc ce qui n'est pas rien. Cette année, en 2021, là, parce qu'on vient de faire les bilans, on est pas loin de 6 000 appels. Donc alors, sur toute la France, ça paraît rien, mais c'est 6 000 personnes quand même qui ont eu le courage de dire voilà, que ça n'allait pas, etc. Alors, du coup, l'association, elle a 2 missions. Alors, la première, c'était d'accompagner ceux qui étaient en souffrance, puisque c'est la veine même de la création de l'association. Et un peu plus tard, et là, c'est quand moi, je me suis engagée, la prévention est arrivée, parce que moi, j'avais soulevé un peu parce que moi, c'était un de mes chevaux de bataille, la prévention, et du coup, j'avais envie qu'on fasse quelque chose aussi pour la prévention. Donc, c'est 2 missions. D'un côté, on va accompagner. Donc, pour accompagner, il y a 3 choses. C'est un parcours de soins. Il y a le numéro vert, donc c'est 0805 23 23 36, que je vous encourage à noter dans un coin, mais si vous ne le notez pas, c'est pas grave.
il y a aussi une application mobile qui s'appelle Asso SPS, qui est disponible sur Google Play ou l'App Store si vous avez un Apple. C'est gratuit, évidemment, parce que ce qu'on propose, on essaie de le rendre accessible à tous. Et en fait, l'avantage de cette application, et je vous encourage vivement à l'installer, c'est que parce que quand on est mal, on a tendance à se dire, bah tiens, je me souviens plus. Je me souviens plus de l'assaut, alors le numéro encore moins. Alors après, pour retrouver les coordonnées, quand on se souvient plus, c'est fini. C'est comme une assurance, vous l'avez dans votre téléphone, c'est pas parce que vous l'avez que vous allez vous en servir, mais n'empêche que le jour où vous en avez besoin, et ben, ça fait quand même un gain de temps. Et en plus, l'avantage de l'appli, c'est que vous voyez les visages des psychologues avec leurs références, leurs compétences, parce que des fois, bah, ils ont des compétences un peu différentes. Il y a même, alors nous, on s'occupe des professionnels de la santé, mais des étudiants également, et de toute filière depuis novembre 2020, parce qu'ils sont venus nous chercher en disant, on a besoin de vous. Donc, on a répondu évidemment positivement à leurs requêtes. Et du coup, sur nos psychologues, on en a 10% de polyglottes, ce qui permet aux personnes d'origine étrangère et qui maîtrisent peut-être le français, mais peut-être pas assez pour s'exprimer quand ils sont en souffrance, de pouvoir trouver quelqu'un qui soit compétent là-dessus. Donc, ceux qui vous répondent sont des psychologues qui sont cliniciens, qui sont formés à l'écoute, formés aussi par une mini-formation de chez nous pour connaître notre asso et puis pouvoir expliquer aussi la suite, la réorientation si on a besoin. Et donc, le numéro pour vous, il est gratuit, il est anonyme, il est confidentiel. Si vous appelez, vous aurez forcément quelqu'un au bout du fil. Il n'y a jamais aucun appel qui reste sans réponse. C'est 100% décroché. Voilà. Et c'est 7 jours sur 7, 24/24. Donc, c'est vraiment quand vous le souhaitez. Donc, ça, c'est l'appel. Et en fait, le psychologue va évaluer votre degré de souffrance. Alors, c'est là où c'est intéressant et c'est pour rebondir sur ta question de quand on appelle. Et bien, en fait, on appelle juste quand on a envie d'appeler. Il n'y a pas besoin d'être au bord du suicide pour appeler. Et justement, je vous encourage de ne pas attendre d'être au bord du suicide parce que quand on commence à sentir ne serait-ce qu'un petit mal-être, c'est là où il ne faut pas rester seul. Et c'est exactement l'inverse qui se produit en général. Quand on commence à être mal, on se renferme sur soi. Et c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Donc, les psychologues vont grader. Donc, 0, par exemple, c'est un journaliste qui appelle juste pour voir si ça fonctionne. Donc, ça, bon, c'est tout. Par contre, à partir de 1, c'est un sentiment de mal-être, une petite anxiété. Et plus on va monter dans le chiffre, ça va jusqu'à 5. Et 5, c'est le risque suicidaire imminent. Voilà, on a eu en 2020, pendant le Covid-17, 17 appels de cette nature et on a du coup levé l'anonymat pour envoyer le SMUR parce que là, c'était vraiment, ils avaient limite la corde au cou, hein, donc c'est très chaud. Et quand derrière, on a la famille qui nous rappelle en disant, vous lui avez sauvé la vie, bah franchement, c'est pourquoi on se lève le matin. Donc, je suis peut-être plus infirmière dans les services, mais je soigne encore différemment. En tout cas, j'y participe. Donc, ils vont évaluer ce degré de souffrance, d'anxiété, etc. Et ensuite, on va pouvoir réorienter les appelants vers ce que nous, on appelle le réseau national du risque psychosocial. Donc, en fait, on a formé dans toute la France des médecins généralistes, psychiatres et psychologues qui vont pouvoir accueillir ces patients, soit en téléconsultation ou en consultation, en fonction des contraintes sanitaires qui nous sont imposées ou même de la demande de la personne, parce qu'il y a des personnes, ils n'ont pas envie de faire 1 heure de voiture pour aller voir quelqu'un. Et puis, c'est vrai que la visio, il y a un côté un peu sécurisant parfois parce que comme il y a la barrière de l'ordinateur, peut-être qu'on peut se livrer plus facilement, ce qu'on peut peut-être parfois faire moins en présentiel, je ne sais pas. C'est une analyse que je peux percevoir parfois pour les personnes. Et voilà, donc il y a ces consultations. Donc après, il faut rappeler que les psychologues sont des professionnels qui ne sont pas malheureusement, alors c'est en cours de changement, mais remboursés par la Sécu de manière intégrale pour le moment. Et en fait, comme l'association SPS a pour à cœur d'essayer de rendre au maximum gratuit ou en tout cas accessible les consultations, eh ben, nous, on a pris en charge le parti pris sur la première consultation de rembourser 40 € et sur la deuxième 32. Alors, ça ne couvre pas forcément les frais en entier, mais ça permet vraiment de réduire. Et des fois, les psychologues jouent même le jeu en disant bah, nous, on va s'adapter à vos tarifs pour les 2 premières pour dire que ça soit gratuit pour ceux qui viennent en consultation. Donc, c'est quand même plutôt sympa. Et si toutefois, la réorientation, on sent que c'est un petit peu… Alors que c'est bien, mais que ce ne sera pas suffisant. Moi, ça m'est arrivé de faire hospitaliser quelqu'un. Une ancienne de mes collègues, en fait, qui m'appelait pour me demander si j'allais bien. Ça faisait un moment, c'était une manip radio qu'on ne s'était pas eu au téléphone. Elle me téléphone, elle me dit… ça va, tout ça, voilà, je suis sur un projet de recherche, parce que j'ai fait de la recherche paramédicale. Et du coup, elle me proposait un projet. Et puis, je lui dis, et toi, ça va? Et elle me dit, pas trop, là, je suis en burn-out, je suis en arrêt maladie. Et du coup, je lui dis, mais t'es en burn-out et tu m'appelles pour qu'on fasse un projet. Donc, je dis, c'est pas logique. Je dis, en fait, là, tu dois arrêter tout ce que tu es en train de faire, te reconnecter à toi-même
pour ensuite pouvoir refaire tes projets, ce qui t'anime et ce que tu as envie de faire. Je dis oui, mais j'arrive pas, je tourne en rond, je sais pas m'arrêter. Et je peux comprendre parce que je suis un peu comme ça aussi, c'est compliqué quand on est envahi par les projets, par ce qu'on aime faire. Et du coup, je lui dis, à force de discuter, donc je l'avais gardé 2 heures, je crois, au téléphone, et à force de discussion, je lui dis, mais je pense que pour toi, une hospitalisation, mais je dis pas n'importe où. Et en fait, je lui ai dévoilé, et je pense que là, ça va être intéressant pour ceux qui nous écoutent, je pense qu'il y a peu de gens qui le savent, mais en France, il y a des cliniques privées qui ont dédié un service, voire un hôpital complet, à la prise en charge des professionnels de la santé. Alors ça, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui le savent. Et en fait, en passant par la plateforme SPS, on peut organiser ces hospitalisations. Et il y a régulièrement de la place en plus. Et donc, ça a fini que ma collègue, j'ai organisé l'hospitalisation, qu'elle a été dans une petite clinique dans l'Oise et elle est restée 2 mois quand même. Donc, c'était pas inutile. Et en fait, elle m'a rappelé à sa sortie et elle m'a dit, je pense que tu m'as sauvé la vie parce que je pense que j'allais partir dans quelque chose où j'allais finir par mettre fin à mes jours parce que la pression était trop importante et que même si je suis animée par ce que je fais, là, ça commençait à être trop. Et puis l'hôpital aussi qui était violente parce qu'elle faisait plein de choses aussi pour la QVT et c'est pas forcément toujours bien vu, hein. Donc si et même par les collègues parce qu'ils disent oui tout le temps que tu passes à faire ça tu le passes pas à soigner les gens et nous on fait ton boulot, ce qui est complètement faux parce qu'en plus elle faisait vraiment son job. C'est juste qu'après il y a aussi des petites jalousies, hein. Parfois il faut aussi s'en accommoder, mais elle ça l'avait vraiment particulièrement touchée parce qu'elle comprenait pas le fait de s'engager et qu'à côté on la critique et enfin voilà, il y a tout un engrenage qui s'était créé autour d'elle et aujourd'hui maintenant elle est à mi-temps et elle a pris un peu de recul et elle arrive à faire face et à comprendre aussi ses modes de fonctionnement pour pouvoir être efficace et continuer malgré tous ses engagements. Donc ça, c'était une belle victoire. Et voilà, donc le parcours de soins, c'est le numéro vert, le réseau national du risque psychosocial et du coup les unités dédiées qui ne nous appartiennent pas. Nous, on s'est juste amusé à les répertorier. Et en fait, ils connaissent notre existence, évidemment, parce que nous, on a créé un cahier des charges parce qu'on n'envoie pas les soignants n'importe où. Il faut que ça corresponde vraiment à une grille particulière. Et du coup, nous, on les répertorie. Enfin, si vous allez sur le site www.asso-sps.fr, vous verrez la cartographie avec même les coordonnées de ces structures. Donc, c'est intéressant. Et assez régulièrement, on en ajoute des nouvelles parce qu'il y en a des nouvelles qui ouvrent. En fait, ça fait école après, parce que du coup, il y a des régions où il n'y en a pas et ils disent, non, mais nous, on n'en a pas, on en veut une aussi. Et puis voilà, ça se fait comme ça. Donc, c'est vraiment génial. Et juste une chose par rapport au réseau national du risque psychosocial, donc ça c'est un de nos réseaux, mais on en a un deuxième qui s'appelle le réseau d'accompagnants. Et là, ça peut peut-être intéresser les personnes qui sont dans l'assistance et qui ont une double casquette. Par exemple, s'ils sont sophrologues, hypnothérapeutes, qui sont instructeurs en méditation, qui font du yoga ou peu importe. Parce que parfois, il y a des gens qui appellent et qui disent, mais moi, je veux pas aller voir un psy, je suis pas fou, je veux pas aller voir mon médecin ou je veux pas aller voir un médecin, je veux pas de médicaments, mais je veux me soigner autrement. Et du coup, on peut les renvoyer vers ces praticiens-là. Et pareil, ils ont reçu une formation SPS aussi sur comment repérer, comment accompagner une personne en souffrance avec des notions juridiques qui sont quand même extrêmement importantes parce que des fois, il y a aussi une notion d'harcèlement derrière, hein. On entend beaucoup quand même de ces situations. Et du coup, d'avoir une base de connaissances sur tous ces sujets, c'est indispensable en fait pour pouvoir prendre en charge correctement. Super. Voilà. Et du coup, là, par exemple, imagine, je suis infirmière, je me suis formée en sophrologie, par exemple, et j'ai envie de participer, de mettre un peu ma main à la pâte. Qu'est-ce que je dois faire pour me former? Est-ce que c'est payant? Vers qui je me tourne pour pouvoir m'inscrire? Comment ça se passe exactement? Ouais. Alors là, j'en viens du coup à la deuxième mission d'espèce, c'est prévenir. Et pour prévenir, en fait, déjà, il y a la formation. Donc, c'est pour ça qu'on fait des formations. Les formations sont accessibles gratuitement. La seule chose qu'on demande pour les formations, c'est d'être adhérent à l'association qui représente, alors ça dépend de votre fonction, mais il faut regarder sur le site, c'est pas très, très cher. Et en plus, comme on est reconnu d'intérêt général, il y a une défiscalisation. Donc, du coup, ça représente vraiment pas beaucoup. Mais par contre, la formation est entièrement gratuite. Mais si vous êtes adhérent, vous avez accès à toutes les formations et il y en a plusieurs. Donc, il y a celle-ci. Donc, si vous voulez faire partie du réseau, il faut être adhérent et avoir la formation repérer et accompagner les professionnels de la santé en souffrance. Voilà, juste celle-là. Par contre, il y en a plein d'autres. On en a fait une sur la crise suicidaire, comment gérer le suicide, la crise suicidaire, éviter un suicide éventuellement. On en a sur la méditation, on en a sur la gestion du stress, on a sur les premiers secours en santé mentale. On fait des liens aussi avec d'autres associations qui proposent des choses. Enfin voilà, il y a tout un pan de formation qui sont accessibles, donc soit en présentiel à Paris, soit en visio. On organise aussi des visios parce que on sait que des fois, quand on est en province, c'est pas toujours simple de se déplacer. Et puis, on a pris le pli aussi aujourd'hui de faire de la visio, donc c'est bien. Donc ça, c'est les formations, donc vous pouvez vraiment y participer.
Et par rapport à la prévention, on fait également ce qu'on appelle des JAD, donc c'est JADES, journée d'ateliers dynamiques et d'échanges en santé. C'est un peu à rallonge, mais en fait, soit on le propose en journée complète où vous allez participer à des ateliers, donc sur 4 grandes thématiques, j'y reviens juste après, ou alors on le propose le mardi et le jeudi en visio. Et là, c'est pareil, tout est accessible gratuitement, que ce soit les JAD en journée ou les IJAD, le mardi et le jeudi. Donc, il y a juste à aller sur le site et à s'inscrire. Vous avez juste à faire ça. Vous remplissez le petit machin pour nos stats, c'est intéressant pour nous. Si vous pouvez remplir correctement les cases, c'est bien. Mais voilà, du coup, ça permet de proposer des ateliers alors, sur 4 thématiques. Donc, la première, c'est tout ce qui tourne autour de la gestion du stress. Parce qu'on le veuille ou non, on a des professions stressantes. Parce qu'on côtoie la maladie, parce qu'on côtoie la mort, parce qu'on côtoie des situations d'urgence, que d'être au service de l'autre, c'est pas facile. Et que on devrait tous apprendre à gérer notre stress. Et de toute façon, entre vous et moi, je crois que c'est indispensable, même pour vivre dans la société de manière globale et pas forcément que dans son milieu professionnel. Donc voilà, on vous donne plein de petits ateliers différents. Comme ça, en fait, chacun y trouve son compte parce qu'on n'a pas tous les mêmes appétences. Donc, on propose des choses vraiment différentes sur ce sujet. Mais par contre, on essaye encore une fois de proposer des pratiques qui ont une reconnaissance scientifique. Parce que voilà, l'idée, c'est pas non plus de faire tout et n'importe quoi, parce qu'on reçoit des fois des demandes un petit peu bizarres et on essaye de travailler sur des pratiques reconnues scientifiquement. Donc ça, c'est la première thématique. Ensuite, on va travailler sur toutes les habitudes de vie, alimentation, activité physique, sommeil, parce qu'on sait aujourd'hui, parce qu'on a fait une enquête là-dessus, que les soignants sont les plus mal chaussés, qui dorment 45 minutes de moins que la population standard. Alors, à la fin de la semaine, ça fait quand même une nuit en moins, quand même, donc ce qui n'est pas rien. Et les conséquences sur la santé sur le long terme, c'est quand même assez dévastatrices. Mais il faut rappeler aussi une chose, c'est que les soignants, ce n'est pas forcément un choix de dormir moins, c'est juste que les rythmes de travail, les contrepostes, les machins, font que des fois, c'est pas qu'on veut dormir moins, enfin dormir plus ou moins, mais c'est qu'on n'a pas le choix et que ça, dans notre emploi du temps, ça colle pas. Donc du coup, nous, on va pas forcément apporter des billes pour dire qu'il faut dormir 8 heures, 10 heures par jour. On va juste vous donner des astuces pour bien dormir, que ce soit réparateur, que même si vous dormez 6 heures, que ce soit vraiment bon pour vous et que ce soit réparateur. Donc ça, c'est le sommeil. Voilà, l'alimentation, on le propose sous différents angles. Et il y a des ateliers qui proposent même l'alimentation intuitive. Et ça, j'adore cet atelier. C'est un nutritionniste, Vincent Attalin, un docteur, qui fait cet atelier et qui, en fait, casse les mythes sur l'alimentation et qui dit, si vous avez envie de manger un gâteau, mangez votre gâteau. Enfin, voilà. Qui décomplexifie et qui travaille énormément sur l'obésité, sur le surpoids. Et en fait, qui, grâce à ce genre de pratique, arrive à avoir des résultats assez hallucinants, alors qu'à la base, on pourrait dire qu'il faut être dans le restrictif, l'hypocalorique. Enfin bref, voilà, je fais un petit teasing sur son atelier, mais que je trouve vraiment particulièrement bon. Mais il y en a d'autres qui sont vraiment bons. Et donc voilà sur les habitudes de vie. Ensuite, on va proposer des ateliers sur le management et la communication. Alors, même si vous n'êtes pas manager, moi j'ai fait ces ateliers et en fait, ça m'a permis d'amener des billes dans mon service où je disais, moi j'ai entendu ça dans une formation et je trouve que peut-être on pourrait mettre un truc en place sur un temps d'échange dans les équipes, ce qui ne se fait pas forcément. Et je trouve ça vraiment dommage sur des situations un peu particulières de patients où ça va mal. Ça se fait beaucoup en oncologie, par exemple, mais nous, en réa, où pourtant on voyait des choses des fois un peu hard, on ne le faisait pas. Donc, je trouvais que c'était intéressant. Donc, même si on n'est pas manager, on peut quand même donner des billes à son manager et avoir une discussion tout à fait d'adulte et de monter des choses avec son cadre de santé, parce qu'ils font partie de l'équipe, même s'ils ont la petite barrette, ils font quand même partie de l'équipe avec nous. Et la communication, encore une fois, on est dans une société qui a de plus en plus de mal à communiquer. Je pense que la Covid n'a pas aidé non plus à ça parce qu'on s'est tous un peu renfermés les uns sur les autres. Et en fait, on va apprendre à communiquer, mais de manière non violente et pouvoir dire les choses, mais de manière diplomate, efficace et pour trouver surtout une issue à un conflit, mais de manière intelligente et éviter que ça en vienne aux mains, etc. Et en même temps, je trouve que cet atelier, encore une fois, peut servir dans la vie de tous les jours aussi et pas forcément que dans le milieu professionnel. Et le dernier grand axe, c'est sur la prévoyance et les questions juridiques. Parce que il me semble que quand on connaît ses droits, on est plus en capacité de se défendre face à une situation d'injustice et illégale, notamment sur la question de harcèlement, et comment faire en fait pour se dépêtrer de ces situations. Et voilà, donc en fait, il y a vraiment des solutions qui existent et des choses auxquelles on n'a vraiment pas idée de ce qu'on pourrait faire pour sortir de ce genre de situation. Et connaître la loi, ça permet aussi de remettre les pendules à l'heure vis-à-vis d'une hiérarchie qui pourrait mettre la pression, d'un collègue de travail qui met la pression, etc. Et sur la prévoyance, parfois quand on est à l'hôpital, on a l'impression qu'on est entre guillemets intouchable et qu'il peut se passer
n'importe quoi. De toute façon, comme on est fonctionnaire, on est protégé, ce qui n'est pas exactement le cas, parce que quand vous êtes sur un arrêt maladie qui est long, il y a un moment donné, on passerait en demi-traitement, quoi qu'il arrive. Donc, ça peut être pour une maladie longue comme un cancer, par exemple, ou pour un burn-out. Le burn-out est long aussi à guérir. Et quand on est en burn-out et qu'on commence à avoir en plus des problèmes financiers, voilà. Donc, voilà pourquoi, en fait, on travaille ces quatre thématiques et c'est pas, encore une fois, l'un ou l'autre. Je pense que c'est tout parce que si vous faites de la méditation, vous accueillez vos émotions, mais qu'à côté de ça, vous avez un manager qui est hyper toxique, qui vous harcèle, que vous connaissez pas vos droits et vous connaissez pas d'autres méthodes de management, que pour vous, c'est votre normalité et que c'est, voilà, vous allez vous dire, bah, en fait, j'essaie d'accueillir mes émotions, j'y arrive pas, bah, je saute par la fenêtre parce que de toute façon, j'y arriverai pas et je suis fautif parce que j'arrive pas à prendre de recul suffisant sur ce qui se passe. Donc, non, il faut tout connaître, en tout cas un maximum d'informations pour pouvoir être en mesure de se défendre enfin, le moment venu et puis juste essayer de travailler tous ensemble de manière correcte, tout simplement. Voilà. C'est super, c'est vraiment des grosses pépites, Pauline. Je pense que tu t'en rends compte, hein. C'est hyper complet. Et à la fois, on se rend compte que si on ne l'a pas, en fait, en effet, comme tu disais, on peut pas aller bien ou aller mieux, en fait. Donc, c'est vrai que même en prévention, j'invite tout le monde à suivre ces formations, à vous inscrire. Je pense que vous allez avoir des dizaines et des dizaines d'inscriptions là aux formations. Parce qu'en fait, c'est ça, faut pas en arriver au problème où on a un souci avec la hiérarchie, ou on a un souci de sommeil. Vraiment, là, ça fait 10-20 ans. C'est dès le début qu'il faut dire, OK, comment je fais en prévention. Donc, vraiment, je vous invite à vous inscrire. Je vous mettrai tous les liens Oui. juste en dessous. Euh, c'est super, franchement, ça fait vraiment envie, ça donne envie. C'est vraiment tu dégages vraiment beaucoup d'espoir. C'est super Bah, inspirant merci. en vie, mais c'est possible. Ça a l'air vraiment accessible. Tu vois, ça a l'air accessible et on se dit, en fait, on va y arriver, quoi. On se dit, on va y arriver ensemble. Et petit à petit, si on se met tous ensemble, je me dis, ouais, c'est pas si lointain et c'est plus impossible, en fait, maintenant. Donc, c'est une très, très belle mission, en tout cas, que tu as. Je pense que tu dois avoir la patate le matin quand tu te lèves, j'imagine. Ah oui, oui, c'est passionnant. Ah ouais. C'est passionnant et après, il y a beaucoup de challenges parce que bon, il y a tout ce qu'on fait en opérationnel sur ces montages de projets parce que c'est des projets, c'est beaucoup de coordination, d'organisation entre les acteurs parce que les gens qui font les ateliers, c'est pas nous. On va chercher des experts dans leur domaine, on va chercher des médecins, on va chercher sur le sommeil, par exemple, on travaille avec le réseau Morphée qui est un expert sur le sommeil et c'est eux qui nous accompagnent aussi sur certains ateliers, même sur des formations complètes sur le sommeil. Enfin voilà, on essaie d'aller identifier à chaque fois les experts dans leur domaine. Par contre, évidemment, ça a un coût, hein, tout ce qu'on fait, ça a un coût pour l'association. Et donc, le challenge aussi pour moi, c'est d'aller lever des fonds. Donc, voilà, donc on essaie de proposer la gratuité aux soignants. Par contre, nous, c'est un gros, gros boulot derrière aussi. Mais en même temps, voilà, quand on a les résultats, qu'on a les personnes qui... Et il y a des personnes, c'est rigolo, parce qu'on commencé à faire les IJA, on a commencé ça en novembre 2020 en visio, parce qu'on était dans le contexte où on ne pouvait plus rien faire en présentiel. Et en fait, on s'est aperçu que ça marchait bien parce que les gens étaient contents. Et c'était 19h, 20h, c'est le moment où ça va, c'est correct en timing. Pas trop tard, mais c'est pas trop tôt pour les gens qui bossent de journée, par exemple. Ouais. Et voilà, il y a des gens en fait qui les font toutes. On les voit tout le temps, ils sont là tout le temps. Et en fait, ils disent, mais waouh, moi, ça m'a changé, même dans ma vie avec mon mari. J'arrive à lui dire ce que je ressens sans pour autant que ça parte en dispute, alors qu'avant, ça partait toujours dans les tours. Et bah, du coup, je me dis, bah, c'est vraiment bien. Et en vrai, je pense que ça devrait même pas être réservé qu'aux soignants parce qu'on en a tous vraiment cruellement besoin d'apprendre à prendre soin de nous de manière générale. Et on a tendance dans nos vies à un peu trop rapide. Voilà. Et on dit que les enfants aujourd'hui sont un peu hyperactifs, qu'ils obéissent plus, etc. Mais en fait, c'est juste qu'on n'a même plus de temps à leur accorder et à les écouter tout simplement. Donc voilà, je pense que c'est important qu'on prenne un peu le lead sur nos vies et que ce ne soit pas nos vies qui nous dirigent. C'est canon, c'est vraiment c'est canon. Bravo, bravo Pauline, vraiment un immense bravo. Est-ce que tu veux nous partager un de tes prochains projets? Est-ce que tu as un projet comme ça à nous partager? Peut-être que tu peux pas, hein, peut-être que c'est VIP, mais est-ce que tu as envie de nous en partager Ouais. une de tes idées ou projets? Oui, bon, des idées, j'en ai 100 000 à la minute. Après, c'est toujours les financements qui manquent pour aller au bout des choses. Mais non, non, il y a une idée qui me tient particulièrement à cœur et un jour, j'espère qu'elle va naître. C'est que l'association SPS a eu l'idée. Donc, bon, je pense que des fois, on a tous un peu des idées un peu qui se rassemblent. C'est vrai, quand on discute avec les gens, on voit qu'on a des espèces de connexions et en fait, des idées communes, même si on n'a pas forcément évoqué les sujets ensemble. Et en fait, on a créé ce qu'on appelle à Paris la Maison des soignants.
Donc, c'est un lieu de rencontre entre tous les professionnels de la santé. C'est pas que infirmiers, pas que médecins. C'est tout le monde se rejoint pour faire des ateliers, des formations. D'ailleurs, nos formations présentielles sont dans cette maison. Donc, je vous invite à venir parce que c'est hyper sympa et ça permet de se rencontrer en vrai. Et ça change tout. Et je trouve qu'en termes de valeurs humaines, c'est hyper intéressant. Et donc, ces maisons-là, on est en train de les monter dans toutes les régions. On en veut une dans chaque région et des antennes dans les départements. Donc, c'est un gros boulot. Ça, c'est mon boulot, c'est mon job aussi de faire ça et de coordonner les acteurs dans les régions. Donc, si demain, vous êtes intéressé par ce qu'on fait, donc déjà d'une part, y participer si vous avez envie de faire les ateliers, mais si vous avez envie de vous engager comme bénévole à nos côtés, et ben franchement, avec grand plaisir, parce qu'on a besoin de monde sur le terrain pour faire connaître l'asso, parce que c'est bien beau de faire plein de choses, mais si personne ne le connaît, ça ne sert à rien. Donc c'est pour ça aussi, Charlotte, je te remercie de me recevoir aujourd'hui, parce que c'est aussi la façon de pouvoir expliquer ce qu'on fait et de fédérer autour de ça. Mais on a de plus en plus de gens qui nous rejoignent pour travailler sur le maillage territorial et régional. Et voilà, donc ça, c'est une chose. Donc, les maisons en territoire. Mais moi, il y a une chose que j'ai envie de faire. Et en fait, ces maisons de soignants, je les veux mobiles. Moi, je veux des bus avec à l'intérieur, enfin, j'imaginais, c'est peut-être un peu fou, mais un bus où à l'intérieur, c'est une ambiance très cocooning avec des petites lumières un peu comme dans Star Trek et des coussins de méditation. Et à l'intérieur du bus, on y rentre et on est dans un cocon où on fait des ateliers, même de la formation, même des groupes de parole. Enfin bref, on peut imaginer plein de choses à l'intérieur, avoir des partenariats avec les municipalités pour nous mettre des salles à dispo pour faire des séances de sport, de yoga, de tout ce qu'on veut, mais des choses pour rassembler les soignants du monde hospitalier, mais aussi du monde libéral. Et en fait, je trouve qu'un bus, c'est hyper bien parce qu'on peut faire sortir les gens des hôpitaux et on peut ramener les gens du libéral avec. Parce que quand on le fait dans les structures à l'hôpital, il n'y a pas de libéraux qui viennent. C'est ça. Ouais. Ouais, puis Voilà. c'est comme le FS en fait. C'est comme. Exactement. Mais oui, mais c'est ça. Et Ouais. en fait, tu peux aller au contact des gens et c'est facile, ça reste simple parce un bus, comme à l'EFS, on a l'habitude d'y entrer, on connaît en fait, tu vois, donc ça paraît, Ça. donc c'est super. Et du coup, tu connais Nora, j'imagine. Euh, Vivienne. ouais. Oui, bien sûr. Oui, oui. Donc elle sera motivée à faire des à Ah oui, t'aider bon, on en a déjà parlé. Après, c'est vraiment un projet qui coûte beaucoup d'argent parce qu'en termes comment, avec rien que l'aménagement du bus coûte vraiment très cher. Même si on prend un bus d'occasion, j'ai fait un business plan, hein, donc je sais que c'est quelque chose qu'on fera par la suite. Mais voilà, là, il faut aller chercher vraiment, là pour le coup aussi, des acteurs privés. Mais bon, je pense qu'avant de se lancer dans de nouveaux projets, il faut que tout ce qu'on propose soit bien carré, que tout soit roule et qu'on soit toujours efficace dans ce qu'on propose. Donc, c'est pour ça que, voilà, s'il y a des personnes motivées à nous rejoindre, avec grand plaisir, parce qu'on a toujours besoin de forces vives et sur les territoires. Là, la Maison des Soignants, par exemple, en Centre-Val de Loire, j'ai une ancienne infirmière qui continue de faire du soin, mais elle est sur l'accompagnement des bilans de compétences, elle est sophrologue, elle a ouvert son cabinet, et elle m'appelait, elle m'a dit, moi, je vais faire la Maison des Soignants là où je bosse, c'est un lieu où on peut le faire. Donc, je vais descendre à Chartres et je vais aller voir ça, et on a déjà élaboré la feuille de route, et donc ça va se faire à Chartres, donc on est hyper contents. Ah, super. Donc voilà, donc les gens motivés, vraiment avec grand plaisir en France, en Outre-mer, enfin voilà, il y a des choses à faire pour tous et tous ensemble, et c'est vraiment tous ensemble qu'on le fera. C'est pas juste moi tout seul, hein, ça marche pas ça, hein, vraiment pas. C'est le réseau, c'est le réseau, la communauté, et puis Ouais, voilà, c'est il ça. y a. L'envie, les valeurs communes, et il faut qu'on se batte pour nos valeurs communes. Et je pense que les soignants ont des valeurs hautes, peut-être même plus que dans la société standard. On choisit jamais ses métiers par hasard, jamais. Donc voilà. Bon, bah, Pauline, un immense merci. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin, pour les infirmières, les infirmiers, les étudiants jeunes, moins jeunes, qui nous écoutent et qui se disent je- je- j'ai le droit tu vois, d'appeler? Est-ce que je le mérite? Est-ce que c'est le bon moment? Tu vois, qu'est-ce que tu aimerais leur dire à tous ceux qui ont du mal à penser à eux, en fait? Ouais. Bah, qu'à partir du moment où on se pose la question, est-ce que je peux appeler, c'est qu'il faut appeler. Juste, déjà quand on a eu l'idée, juste on voit un téléphone qui apparaît dans son cerveau, bah, c'est qu'il faut le faire. Et vous verrez que l'accueil est plutôt vraiment chaleureux et bienveillant. Enfin, vraiment, les psychologues qui répondent sont adorables. Donc, n'hésitez pas. Et même si c'est juste appeler une seule fois pour vider son sac parce que vous avez envie de parler à quelqu'un de neutre, eh ben, c'est bien. Le dernier mot, et pour conclure, c'est juste ne jamais rester seul. Voilà. Super. Un immense merci, Pauline. Merci à toi. Merci beaucoup. Et je vous mets tous les liens du coup en dessous pour que vous puissiez aller voir tout ça. Ça fait vraiment, vraiment envie. Donc, je vous mets tout ça. Un grand, grand merci à toi, Pauline. Et puis, du coup, Merci. j'espère à très bientôt. Enfin, j'espère que vous allez contacter très bientôt l'association.
Avec grand plaisir. Bonne journée à tous. Au revoir à tous. Au revoir.